Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline. Nous allons reparler du revenu universel, mais d'abord un mot. Le déconfinement est menacé car l'épidémie reflue moins vite que prévu. Est-ce que vous imaginez, vous, une mesure qui empêcherait les Français de se réunir librement à Noël? Est-ce qu'il y aurait une acceptabilité de cette mesure, une mesure comme celle-ci? Vous me posez une colle. Écoutez, le gouvernement a fixé des règles. Le président de la République lui-même, il a déclaré qu'il déconfinerait s'il y avait moins de 5000 contaminations jour. On en est loin, dit le directeur général de la Santé, donc on a déjà la réponse à la question, donc on peut supposer que le déconfinement sera peut-être reporté. Et ensuite, il a posé une règle, on va dire, qu'on doit appliquer nous-mêmes, c'est-à-dire pas plus de 6 adultes lors des fêtes de Noël. Vous allez respecter ces règles-là? Oui, moi j'ai décidé de pas me rendre ce que je fais habituellement auprès de mes parents pour les vacances de Noël, ce qui est assez douloureux pour nous et pour les enfants. Mais quand je vois ce qui s'est passé aux États-Unis et au Canada avec Thanksgiving, c'est-à-dire que 15 jours après les fêtes de Thanksgiving, un pic de contamination, écoutez, moi je prendrais pas le risque et j'ai pas envie de faire courir à d'autres. Et voilà, donc, Mais on se retrouve dans une situation quand même extrêmement compliquée avec une seule solution pour contenir cette épidémie, c'est le confinement strict. Dès qu'on commence à rouvrir, l'activité, relancer l'activité, l'épidémie repart. On peut tenir combien de temps comme ça, avec des conséquences économiques, jusqu'au vaccin, on va en parler, qui sont de plus en plus lourdes, à commencer pour une partie de la population qu'on appelle désormais les nouveaux pauvres, qui sont impactés de plein fouet économiquement et socialement par cette crise. Comment on fait? Non, mais jusqu'au vaccin, Caroline Roux. Le moment où le vaccin permettra progressivement finalement de nous libérer de cette contrainte-là du confinement, c'est-à-dire de limiter les interactions sociales. Il faut serrer les dents jusque-là. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. C'est-à-dire que si vous connaissez le pays qui, hormis la Chine, a mis sa population sous strict contrôle et surveillance pour juguler l'épidémie, en tout cas pour ce que l'on en sait. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas de transparence réelle sur les chiffres. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Et accompagner socialement, quand il faut le faire? Oui, puis en évitant après ce qui peut être perçu comme des mesures un peu absurdes. On pense aux fameuses remontées mécaniques et aux stations de ski, même si on aurait dû dire que une des raisons, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement n'explique pas plus clairement. Je suppose que c'est parce qu'on a peur qu'il y ait beaucoup de traumatologie liée aux accidents de ski et que du coup, ça engorge les hôpitaux et que ça ne permette pas de traiter les cas Covid. Si c'est ça, faut le dire. Mais en l'occurrence, ce qui me frappe, c'est que si on fait le jeu de faire confiance aux Français, d'être plus transparent, ce que n'a pas fait le gouvernement au début, je pense qu'on a une mobilisation plus naturelle et plus saine de la population. Mais dès lors qu'on commence à jouer avec les chiffres, évidemment, ça crée de la défiance. Et je crois qu'on en est un peu là. Vous craignez une colère ou pas? Elle est là, je la crains pas, je la vois, je l'observe, je l'aperçois comme quiconque ne la voit pas fait l'autruche. Cette colère, elle a plusieurs raisons. Elle peut se diriger d'ailleurs contre différentes cibles, mais elle est là et il faut y répondre en tout cas par de la justice et de la transparence. Quand je dis justice, c'est que il faut que quand le gouvernement prend des décisions, il ait autant soin des personnes, ce qu'il a fait sur les politiques sanitaires, que de l'économie. Et on en parlera, mais quand on a 10 millions de pauvres en 2020, c'est l'équivalent de la population totale du Portugal qui est pauvre en France aujourd'hui. Pour ce qu'on en sait, et sans tenir compte de ce que va être l'année 2021. Ce sont de nouvelles familles qui basculent dans la pauvreté, dans le fait de ne plus pouvoir nourrir correctement leurs enfants, dans le fait d'arbitrer entre le fait de se soigner et de manger. On est dans une situation assez tragique, et vis-à-vis de laquelle la mesure de 150 € supplémentaires qu'a pris le gouvernement ne suffira pas. Il faut à l'évidence la pérenniser. Non, mais il faut la pérenniser déjà. Le RSA socle, pour qu'on l'ait en tête, c'est 550 €. C'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc déjà en soi, ce qu'on donne au minimum ne permet pas à quelqu'un de vivre décemment. Et on en vient au revenu universel. Je le disais, vous revenez avec un livre, vous défendez de nouveau le revenu universel. En quoi ce serait une solution à cette situation qu'on est en train de vivre ? Spontanément, je vais vous dire que déjà vous auriez à côté de votre salaire, ou si vous ne gagnez rien du tout à côté de votre retraite, de quoi pouvoir vivre décemment. Ce qui est fondamental dans une société. Entre 750 et 1000 €. Oui, mais l'idée, elle est donc que cette somme vienne compléter ce que vous gagnez. Le principe philosophique, il est assez simple. Oui, quel que soit le salaire, mais je vais en poser le principe philosophique. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que j'aurais de l'argent parce que je n'ai pas d'emploi? Oui. Et si je vous pose la question, avez-vous un travail, Caroline Roux, vous allez me répondre, en fait, est-ce que j'ai un emploi?
Mais si vous n'avez pas d'emploi, est-ce que ça veut dire que vous ne travaillez pas dans la vie? Si vous travaillez chez vous, vous travaillez comme bénévole, vous travaillez comme consommateur, avez-vous remarqué que vous faites le travail de ce que faisait un caissier ou une caissière avant, ce que faisait quelqu'un au guichet, donc vous travaillez. Première chose, le travail, ça n'est pas que l'emploi. Puis il y a une deuxième idée que moi je développe dans mon livre, et je me réjouis de voir que le raisonnement d'ailleurs du pape dans son dernier livre est assez identique. Parce que vous êtes soutenu par le pape. Non, je ne suis pas soutenu par le pape. Non, oui, je lui ai envoyé mon livre, mais ce n'est pas lui qui me soutient. Il défend une belle idée, et je ne suis pas le seul, je me réjouis. Mais son idée est assez simple, et je la reprends aussi dans mon livre, c'est que quand on est, est-ce qu'on est pauvre? Non, on est d'abord riche de tout l'héritage collectif, c'est-à-dire le génie de l'humanité qui nous a précédés. Et il y a un principe qui voudrait, je pense, que l'on répartisse à fractions égales ce génie-là, c'est-à-dire cet héritage-là collectif, qui nous permettra en France, quand on le chiffre, déjà de financer un revenu universel de 5 à 600 euros. Rien ne justifie aujourd'hui, dans nos sociétés, que la somme du génie et du travail de ceux qui nous ont précédés soit accaparée par quelques-uns. Eh bien, au nom de ce principe, on pourrait avoir, philosophiquement, la justification du revenu universel, et financièrement, je vais vous dire, c'est une marge de 500 milliards d'euros, le revenu universel. Quand on a 120% de dette. Oui. Savez-vous quel est le patrimoine des Français? Allez-y. 11 000 milliards d'euros. C'est là où il y a les plus grandes inégalités, d'ailleurs. Donc, si vous rapportez ça l'un à l'autre, vous vous dites, finalement, les ordres de grandeur ne sont pas si dingues que ça. Et je peux juste vous dire ma conviction, c'est le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Si lui, le général, les communistes, les socialistes, après-guerre, en 1945, s'étaient dit « Ouh là là, la sécurité sociale, dans 50 ans, ça va coûter 30% du PIB. Il ne l'aurait pas fait. Voilà. Alors, soit on se fixe un cap, parce qu'il y a aujourd'hui une métamorphose du travail, on le voit avec la machine omniprésente, la transition écologique qui est nécessaire. C'était pas une idée qui a apporté l'adhésion lors de la dernière présidentielle. Pourquoi cette fois-ci, ce serait dans l'air du temps? Pourquoi plus 5 ans après? Parce que la crise du Covid? Parce que nos vies changent, parce qu'on fait l'expérience que le travail ne se résume pas à l'emploi, parce qu'on découvre soudain la précarité, le fait qu'on va passer de plus en plus par des périodes où on a un emploi et où on n'en a pas, parce que des entreprises ont accéléré leur digitalisation pendant la crise et qu'on va découvrir que le travail que faisaient 3 personnes est fait désormais par un robot, et que tout ça s'est accéléré et qu'il faut donc penser la protection sociale, les conditions de vie des gens, non pas en fonction de la société telle qu'elle existait il y a 20 ans, mais de celle qui émerge sous nos yeux. Le gouvernement présente demain une loi contre le séparatisme qui s'appelle désormais loi pour conforter les principes républicains. Le mot islamisme n'apparaît pas, c'est ce qu'on apprend ce matin dans le Figaro, ça vous rassure? Non, attendez, moi, l'islamisme, quand c'est l'islamisme politique et radical, je le combats. Donc le sujet, c'est pas les mots, c'est qui cible-t-il, le gouvernement? À l'évidence, depuis des mois, il a confondu islam et islamisme, musulmans et terroristes. Il y a eu quand même beaucoup de confusion, et moi je le regrette profondément. Mais attaquons-nous, si on prend le mot séparatisme, à tous les séparatismes. Dans les séparatismes, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que dans la République, un fils d'ouvrier soit toujours ouvrier lui-même? C'est une forme de séparatisme? Ben oui, c'est de la reproduction sociale. Et les premiers à pratiquer le séparatisme, c'est le séparatisme scolaire, c'est les élites françaises qui, en dépit du fait qu'elles ne vivent pas dans les quartiers difficiles, scolarisent l'essentiel de leurs enfants dans les écoles privées. Pourquoi? Pourquoi refusent-elles, la mixité sociale pour leurs enfants? Voilà, moi j'aimerais que les élites soient un peu plus exemplaires. Voilà. Donc elle passe à côté de sa cible, cette loi sur le séparatisme? Non, mais moi c'est pas le même enjeu? Non, mais ce que je dis simplement, c'est que sur ces questions-là, on a besoin de concorde et pas de discorde. Et j'ai peur que ce texte, comme beaucoup d'autres textes qui ont été portés par ce gouvernement, explique que la République, c'est pour tout le monde, sauf un tout petit peu pour ceux qui sont de confession musulmane, qui auraient fait à faire plus d'efforts que d'autres. Les terroristes, ciblons-les, mais pas les musulmans. C'est dit. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir été notre invité ce matin. On n'a pas parlé de la gauche, mais vous reviendrez. Avec plaisir, mais vous savez, je suis retraité de la politique. Moi, oui, c'est vrai.